Je suis Jean-Sébastien Maskiewicz, je suis en charge de Hub1 Data Trust. Et bonjour à tous, je suis Jérémy Nusa et je suis consultant data pour Hub1 Data Trust. Je viens du milieu académique, je suis docteur en mathématiques. Donc aujourd'hui, on va aborder un thème qui est comment traiter la data pour faire de bonnes prévisions d'activité. Et on va s'appuyer sur l'expérience qui est la nôtre au sein du groupe Aéroport de Paris. Je vais vous dire en quelques mots qui est Hub1 Data Trust. On va s'appuyer sur des réalisations concrètes pour illustrer. Et puis Jérémy arrivera sur des sujets un peu plus théoriques, un peu mathématiques aussi, pour dire quelles sont, selon nous, les bonnes pratiques pour, grâce à la data, réaliser des bonnes prévisions. Alors, Hub1 Data Trust, nous sommes une filiale du groupe Hub1 qui est elle-même une filiale du groupe Aéroport de Paris. Nous avons d'ailleurs un stand à quelques mètres d'ici sur l'entrepôt connecté. Je vous invite à venir nous visiter. Et puis un plus petit stand juste sur ma gauche à quelques mètres. Hub1 Data Trust est une start-up qui a démarré son activité en 2023. Qui est donc filiale du groupe Hub1 et soutenue par la Banque des Territoires, c'est-à-dire la Caisse des dépôts. On est sur trois métiers, qui est d'offrir des solutions data pour des échanges fiables et des traitements ciblés, accompagner nos clients sur cette révolution de la donnée qui n'est pas nouvelle, mais qui a besoin sans cesse de réflexion pour être efficace. Et puis être aussi sur l'IA, mais avec un petit jeu de mots, l'intelligence aéroportuaire, en créant des modèles prédictifs. Et c'est là-dessus que nous allons appuyer notre démonstration en vous disant ce que nous avons fait. Nous avons été labellisés au travers d'un label européen intermédiaire de confiance, c'est-à-dire que nous avons une plateforme sur la technologie d'AWEX qui permet d'échanger de la donnée, en assurant à nos clients que jamais cette donnée sera utilisée contre leur gré. Et nous avons démarré notre activité avec un beau projet autour des JO 2024 en assurant la distribution des données aéroportuaires pour le comité d'organisation. Au-delà de Hub1 Data Trust, nous sommes lauréats de France 2030 avec un groupement d'entreprises qui s'appelle Aérocide, qui rejoint à la fois des entreprises du domaine technologique comme TACT, qui sont des boîtiers de satisfaction. Vous pouvez voir dans un certain nombre d'infrastructures, et par exemple chez Total, dans les stations Total ou chez Aéroport de Paris. 22, qui est une entreprise qui fait du computer vision, donc qui transforme de la vidéo en données. Et puis des entreprises qui sont des entreprises de services du secteur aéroportuaire, Atalian qui est beaucoup dans le nettoyage, CityOne dans l'accueil. Et ce qu'on cherche à faire en fait dans ce consortium, c'est à faire du partage de données opérationnelles pour anticiper et ajuster. La question dans les aéroports, c'est beaucoup une question de flux et d'aléas. Donc anticiper les flux pour avoir les bonnes personnes présentes au bon moment. Et également faire face aux aléas, à avoir une réactivité maximum lorsque des problèmes se posent, des problèmes opérationnels. Vous avez tous une expérience de passagers dans les infrastructures aéroportuaires et vous savez que lorsque vous arrivez, sans doute la première chose que vous faites, c'est regarder un écran pour vous réassurer sur là où est votre porte d'embarquement. Et vous aurez un certain niveau de stress qui va aller baissant jusqu'au moment où vous serez devant la porte de l'avion. Donc l'engagement de l'aéroport et de ses prestataires, c'est de baisser au maximum ce niveau de stress. Et pour ça, rien de mieux que d'avoir un bon modèle prédictif pour savoir quels sont les flux qui vont se présenter. Et finalement, ce que l'on gère dans un aéroport, c'est un peu un laboratoire qui est vrai dans beaucoup de secteurs d'activité et qui est également vrai dans l'industrie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on prend la parole ici, parce que l'industrie aéroportuaire a ses spécificités et entre autres celle donc de gérer ses flux et d'anticiper les aléas. Et finalement, c'est ce qu'on cherche aussi à faire dans le modèle industriel, c'est-à-dire prévoir les bons niveaux de matières premières, de commandes, d'énergie. C'est des sujets qui sont particulièrement de gestion de flux et d'aléas en ce moment. Et puis anticiper au mieux ces difficultés d'approvisionnement, ces difficultés de production. Et finalement, les modèles que l'on développe d'un point de vue d'intelligence artificielle et d'un point de vue de modèles mathématiques dans les aéroports sont assez
réplicables dans le domaine de l'industrie. Maintenant, je vais donner la parole à Jérémy qui va illustrer ça de façon un petit peu plus théorique et on reprendra en fin de présentation des exemples concrets que nous avons réalisés. Merci pour cette belle introduction. Alors, donc j'ai voulu commencer par un petit tour d'horizon de quelques technologies et vocabulaires que je pense que tout le monde ici connaît. Il suffit de se balader sur l'ensemble des stands ici pour voir pas mal de ces mots-clés. Ces dernières années, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a eu une augmentation en fait, dans le type de vocabulaire qui est utilisé pour décrire les technologies avec énormément de superlatifs. Donc, vous avez les hyperscalers, vous avez le big data qui sont vraiment directement dans le mot, mais derrière les jumeaux numériques, on parle d'énormément de données. Derrière l'IoT, on parle aussi d'énormément de données. Et évidemment, les large language models qui sont en fait les modèles mathématiques qui sont derrière ce qu'on appelle les IA aujourd'hui, donc ChatGPT, Gemini, Anthropic, sont en fait vraiment des modèles qui sont particulièrement gros et qui ingèrent une très grosse quantité de données. L'objectif ici, c'est pas de dire que c'est pas une bonne idée de passer à l'échelle, vu que les large language models ont clairement montré que le passage à l'échelle apportait quelque chose. La question, c'est juste de savoir, est-ce que c'est toujours la solution? Et est-ce que dans des situations plus opérationnelles et plus industrielles comme les nôtres, ça est véritablement la bonne solution? Donc, nous, à notre avis, on pense qu'au niveau des données opérationnelles qui peuvent exister dans les entreprises, en fait, il y a un moyen de faire des modélisations qui sont efficaces, à condition qu'on s'appuie sur 3 piliers qui sont essentiels, à notre sens. Le premier, c'est avoir une approche de sobriété par rapport aux données. Donc là, on va aller à l'encontre de ce qu'on va voir sur les large language models. Ensuite, on a un sujet d'audibilité des données, qui était un sujet qui existait déjà avant l'arrivée des IA, la question de l'explicabilité. Et enfin, on aura un sujet de confiance envers les acteurs pour des partages de données qui sont utiles. Et on va voir comment est-ce qu'on arrive à orchestrer tout ça. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de mathématiques, mais je vais vous faire un petit détour historique, histoire d'ancrer un peu ce que je vais vous raconter et vous dire que ça ne sort pas forcément de nulle part. Donc, on va remonter un petit peu loin dans le temps. Nous avions donc un grand principe de philosophie qui s'appelle le rasoir d'Occam, qui dit que les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité, qui date du XIVe siècle. Donc ça, c'est un principe philosophique qui est souvent connu par différentes personnes, mais ce n'est pas une démonstration et ce n'est pas là-dessus qu'on peut s'appuyer pour faire des choses opérationnelles dans le milieu industriel. En revanche, par chance, on a un mathématicien qui est passé quelques siècles après, qui s'appelle Solomonoff et qui a fait un théorème. Alors, je vous ai juste mis le contexte, mais l'idée, c'est pas forcément de comprendre ça, mais c'est vraiment une mathématisation de ce principe qu'il y a derrière et qui s'applique en fait aux algorithmes. Ce qu'il dit, ce théorème, c'est que finalement, on peut obtenir une forme optimale de calcul et donc de prédiction, non pas en augmentant les données ni la taille du modèle, mais au contraire en les réduisant. Et gardez ça en tête, parce que s'il y en a qui se posent la question de pourquoi les large language models performent en étant plus grands, il y a une explication cohérente avec ce théorème. Une phrase pour tout le monde, pour histoire de le comprendre, c'est l'explication la plus courte est souvent la meilleure. Et ça s'applique aux algorithmes et à la quantité de données qu'on utilise. Bon, les 3 piliers que je vous ai présentés, le premier, c'était la sobriété de la donnée. Donc, nous, on a décidé d'estimer qu'une donnée, elle était utile à condition qu'elle valide 3 critères. Le premier, c'est qu'elle soit représentative. Donc, ça veut dire que les données que vous allez utiliser pour votre modélisation, pour vos usages, elles doivent impérativement en fait, s'ancrer dans la réalité et elles doivent représenter votre activité. Je vous ai mis un petit exemple de logistique à côté. Tout à l'heure, on parlait de flux passagers. Donc, par exemple, si vous cherchez à modéliser quelque chose dans un sujet de logistique, une capacité de véhicule en termes de volumétrie avec DSI, ça c'est une bonne donnée. Une marque d'un véhicule, ça va rarement être représentatif de ce que vous faites de l'activité, si votre activité, c'est de déplacer vraiment des choses. Donc c'est ce genre d'idée qu'il faut avoir et qu'il faut garder tout le long. Le deuxième critère, c'est la question de la stabilité. On entend beaucoup d'entreprises qui disent qu'elles ont des données depuis des dizaines d'années. Mais en fait, ce qu'elles ne se rendent pas forcément toujours compte, en tout cas les personnes avec qui je parle et qui disent ce genre de choses, c'est que sur la dizaine d'années, il y a eu énormément d'évolution de SI. Donc en fait, même si les données sont stockées au même endroit, il y a une évolution de la forme et de leurs caractéristiques. Et ça, malheureusement, ça rend les choses qui sont très difficilement exploitables parce qu'on n'a pas forcément... Autant on a l'historique de la donnée, mais on n'a pas l'historique de la façon dont elle est fabriquée. Et donc pour mettre tout ça en cohérence, c'est assez difficile. Donc le deuxième critère, c'est une question de stabilité. Et je vous renvoie au premier.
comment est-ce que je fais pour stocker sur le long terme une donnée qui est stable? Il suffit juste de stocker quelque chose qui est représentatif de votre activité. Et enfin, le troisième point, qui est évidemment important, c'est la question de l'historique. Je vous ai dit, il y a des entreprises qui ont beaucoup de données sur le long terme, mais pour faire de la modélisation, la question, c'est l'objectif de détecter des patterns, des répétitions. 2-3 ans de données, en général, ça peut largement suffire. Ça dépendra évidemment des modèles que vous allez sortir derrière. Sur la partie de modélisation, vraiment, donc à supposer qu'on parte avec une quantité de données qui est représentative, qui est stable et qui est historisée, qui se retrouve être souvent beaucoup plus petite que ce qu'on peut avoir dans tous les stockages de données qu'on a, il va y avoir la question du modèle qu'on choisit à mettre dessus. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur n'importe quelle plateforme d'un hyperscaler et vous aurez un catalogue d'à peu près même plus d'une centaine de modélisations mathématiques possibles. Moi, j'estime qu'il y en a beaucoup là-dedans qui ne sont pas utiles, au sens où elles ne permettent pas en fait, de valider les deux critères que je vous ai mis ici. Le premier, c'est d'aborder le sujet de façon probabiliste. Alors, ce n'est pas un grand mot, c'est juste de dire que les données qu'on enregistre, elles vont être forcément qu'une représentation biaisée de la réalité. Donc, si vous mettez un modèle qui cherche à coller à de la donnée qui est biaisée, vous aurez un résultat biaisé. Donc il faut naturellement que le modèle intègre le fait que la donnée est biaisée pour qu'il fasse une prédiction qui soit une représentation possible de ce que va être la réalité. En faisant ça, vous enlevez en fait une épine dans le pied qui est celle de la question de est-ce que je garde ou je ne garde pas une donnée. À partir du moment où vous abordez le sujet de façon probabiliste, dès qu'il y a une donnée particulière d'un exemple d'une donnée qui va être un peu à côté de la plaque, en fait le modèle va l'ignorer spontanément. Le deuxième sujet, c'est une question d'explicabilité. Alors là, je vous renvoie à tout ce qui est réseau de neurones, qui sont les plus grands modèles et qui ont été souvent épinglés pour leur non-explicabilité. Il y a un moyen d'aborder du coup les sujets de modélisation probabiliste avec une notion explicable. Et pour cela, en fait, il suffit assez simplement à nouveau de revenir à qu'est-ce qu'est mon activité, comment est-ce que je veux la représenter, pour que le modèle ne soit pas simplement quelque chose qui apprenne tout seul, mais on lui ait déjà mis des bases de la modélisation de ce qu'on veut faire. Je vous ai mis à nouveau des exemples un peu positifs et négatifs. Donc, pour la question probabiliste, une heure de livraison exacte, ce n'est pas une bonne approche. Pour avoir une notion du coup d'incertitude, il faut forcément attaquer le sujet avec une notion de fenêtre. Et pour la question de l'explicabilité, j'avais dit des jalons de livraison. En fait, si vous estimez pas qu'une livraison, ça va se composer de plusieurs étapes qui ont en fait chacune une influence l'une sur l'autre, qui du coup doivent se décrire elles-mêmes avec des fenêtres et avec des aléas possibles, vous risquez d'avoir des choses qui sont irréalistes. Donc pour les ancrer dans la réalité, il faut que votre modélisation de base représente la réalité. Donc l'exemple type, c'était les jalons plus les trajets. L'auditabilité, c'est le fait que vous avez en fait des données et un modèle qui va forcément devoir se confronter à la réalité. Ça ne sert à rien d'avoir un modèle qui a des très bons résultats théoriques, ni sur l'entraînement, ni sur le test, ni dans la prédiction, si vous n'êtes pas capable d'en faire quelque chose et de le déclencher. C'est là aussi où vous allez vous rendre compte que parfois, il y a des choses qui sont compliquées à prédire, mais qui n'ont pas forcément d'action sur votre activité. Et donc, il vaut mieux se restreindre à des choses qui sont activables. Donc la meilleure façon d'activer une donnée, c'est de ne pas s'intéresser directement à la valeur que vont produire les modèles, mais de savoir comment est-ce qu'un humain pourrait réagir à cette valeur. Et souvent, on ne fonctionne pas directement en regardant le résultat, mais on réagit à des seuils, voire on réagit à une incertitude. C'est-à-dire que si vous avez un modèle qui de base est capable de parler d'incertitude et qui vous prédit une grande incertitude, là vous savez que vous allez automatiquement avoir des humains qui vont réagir différemment. Donc la bonne façon, et c'est ce qui va nous permettre d'aller sur le troisième point, c'est de ne pas regarder la valeur. À partir du moment où vous ne regardez pas la valeur, mais que vous cherchez une action métier, vous pouvez créer de la confiance dans un écosystème et dans l'échange de données. Parce que la confiance, en fait, elle se construit sur le fait que quand on partage une donnée, on sait que la personne en face ne va pas pouvoir l'utiliser pour nous nuire. Ou en tout cas, ça va être très difficile. À partir du moment où vous avez de la sobriété, vous partagez moins de données qui sont explicables sur votre activité, donc vous prenez moins de risques de base. À partir du moment où c'est stable, vous pouvez prendre des sous-traitants ou avoir des activités qui sont durables dans le temps. Donc vous ancrez de la confiance avec les acteurs qui travaillent avec vous.
À partir du moment où c'est probabiliste, vos modèles ne sont pas du genre à faire des yo-yo et du coup, de changer d'avis toutes les 5 secondes, ce qui aussi crée de la confiance avec les acteurs avec qui vous les partagez. Et à partir du moment où vous réagissez à des seuils ou à des incertitudes et que vous ne partagez plus les valeurs des modèles, dans ce cas-là, vous cachez la propriété intellectuelle que vous pourriez avoir sur un modèle et sur les valeurs qu'il génère. Du coup, vous n'exposez pas soit vos partenaires, soit directement votre activité auprès des personnes. Et donc, tous ces sujets, ce sont des sujets qu'on traite chez Open Data Trust. Et en plus de ça, on essaye de le faire dans un cadre particulier avec des services cloud qui sont souverains et qui sont labellisés. Alors maintenant, je vais essayer d'illustrer ce que vient d'être dit de façon un peu théorique par Jérémy avec des cas concrets. Et déjà, je vais l'illustrer avec un premier cas, alors que vous connaissez en tant que passager des aéroports. Donc, je le disais tout à l'heure, sans doute que l'un de vos premiers réflexes, c'est de regarder l'écran à votre arrivée à l'aéroport pour vous rassurer sur l'existence de votre vol déjà et sur là où vous devez aller pour embarquer. Donc, ce sont des données qu'on appelle le journal de bord des aéroports ou plus techniquement l'AODB, Airport Operational Database. Et ces données-là sont donc présentes dans la quasi-totalité des aéroports du monde et ont cette stabilité dont parlait Jérémy tout à l'heure. Mais ce sont aussi des données extrêmement bavardes puisque ce sont des données en flux réel, en temps réel. Donc on retrouve aussi beaucoup dans le milieu industriel. Et donc en permanence, des événements nouveaux sont renseignés dans ces données, dans cette base de données. Et il faut donc faire un travail d'analyse de ces données pour en sélectionner celles qui sont réellement utilisables et actionnables. Il faut faire un travail de nettoyage pour retirer de ces données celles qui ne sont pas utiles pour un modèle prédictif. Et il faut donc construire de la façon sobre, sur la base de cette donnée stable, un modèle utilisable. Donc c'est ce que nous réalisons pour le compte d'Aéroports de Paris. Donc je vous ferai grâce des noms commerciaux de ces offres, mais nous retraduisons la donnée d'Aéroports de Paris dans une base de données qu'on peut exploiter ensuite pour faire des modèles prédictifs. Et maintenant, je vais prendre un exemple concret de ce que l'on fait avec ces modèles prédictifs. Et je vais le prendre dans un domaine qui va vous parler aussi en tant que passager. C'est le domaine du retail. Lorsque vous arrivez à l'aéroport, vous allez être conduit à traverser des zones de commerce dans lesquelles l'aéroport espère que vous serez suffisamment détendu pour pouvoir faire des courses, c'est-à-dire que vous n'aurez pas peur de louper votre avion. De l'autre côté, vous avez des commerçants qui finalement ont une approche une connaissance assez faible du trafic qui va se présenter la journée même. Et donc ce que l'on cherche à faire de façon concrète avec un modèle prédictif, c'est la courbe que vous voyez sur ma droite, qui va en fait répartir dans une journée le flux des passagers et par faisceau, par destination, puisque derrière un certain nombre de destinations, on sait qu'il y a des habitudes d'achat qui sont différentes. Sur les vols vers la Corée, on ne va pas acheter les mêmes choses en duty-free que sur un vol vers le Brésil ou sur un vol vers l'Afrique. Et il y a quelques ventes exceptionnelles dans des boutiques de luxe. Alors il se trouve que les aéroports parisiens ont beaucoup de boutiques de luxe qui sont très liées à la nature même du trafic. On va acheter des grands cognacs et ces grands cognacs, par exemple, vont être beaucoup vendus, soit du passager chinois, soit du passager à destination de l'Afrique. Donc évidemment, repérer à l'avance à quel moment ce type de trafic va se présenter dans ma boutique, c'est placer les bons vendeurs au bon moment, éviter qu'ils soient en pause au moment où il peut y avoir une vente d'un cognac exceptionnel à 15 000 €. C'est prévoir donc ces éléments-là et c'est prévoir un accueil. Et c'est aussi ce que l'on fait avec ce type d'information qui va permettre de personnaliser l'accueil du passager dans la boutique. Donc tout ça, c'est des réalisations extrêmement concrètes qui s'appuient sur la prédictivité. Et une prédictivité, pour reprendre les mots de Jérémy, assise sur des données stables, pas très nombreuses, mais fiables, sur lesquelles on peut donc déverser une prédictivité à l'ensemble des prestataires et partenaires de l'aéroport. Alors, je vois qu'on a été un peu plus vite que le temps imparti. Donc maintenant,
vous avez peut-être des questions à nous poser. Toujours la première question qui est la plus dure, mais après, ça va tout seul. Une anecdote sur les aéroports, peut-être. Merci. En termes d'équipe, au niveau de votre pôle, du coup, aujourd'hui, vous avez combien de personnes pour réaliser toutes ces choses? 2. Ok, super, merci beaucoup. Alors, en fait, on s'appuie aussi sur des solutions qui sont en mode SaaS auprès de partenaires assez solides comme Dawex, qui est une start-up française pour la partie plateforme d'échange de données. Parce que pour structurer ça, il faut aussi structurer l'échange de la donnée pour la contrôler, y associer des licences, être capable de suivre cet échange. C'est-à-dire, je fais une prédiction, mais comment je la distribue après à mon écosystème de façon contrôlée et sécurisée. Et puis sur la plateforme Dataiku qui permet de gérer des projets de données. Donc ça nous a permis de construire au sein du groupe Hub1, qui est un groupe un peu plus important, puisque là on est 650, une équipe data effectivement plus light aujourd'hui. Et puis c'est vrai qu'on a aussi des effets de gains de productivité par l'IA qui sont assez importants. Ça tombe bien, j'allais parler d'IA du coup. Je voulais savoir l'émergence de l'IA, comment ça vous a impacté en termes d'équipe, de travail, et aussi sur le business model, comment ça a été profitable ou pas, en tout cas, comment ça a pu émerger au niveau de votre entreprise. Pardon. Alors moi personnellement, l'IA c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Ça ne veut pas dire que je délègue toutes les décisions et tout ce que je fais avec, mais je m'en sers vraiment comme un outil qui amplifie ma capacité de réalisation, d'exploration, de création de rendu, d'analyse et tout ça. Et qu'est-ce que ça a changé pour nous? Déjà, moi personnellement, je vois un gain de productivité qui est assez important, vu que des activités de développement, de modélisation comme ça, c'est évidemment un temps complet de plusieurs personnes avec une chaîne. Là, on peut se permettre du coup de mettre beaucoup moins de personnes et de travailler dessus. Pour autant, ce n'est pas quelque chose qu'on a directement intégré dans les produits aujourd'hui au sens des LLM, parce que justement, ces algorithmes de prédiction qui ne sont pas des LLM, moi j'estime que c'est plus ce genre de choses qu'il faut être utilisé dans un milieu opérationnel. Je ne suis pas certain qu'ils pourraient s'attaquer au sujet de la même façon, en tout cas pas de façon directe, justement parce qu'ils ne permettent pas d'avoir la rigueur ou la stabilité, et encore moins le temps de calcul, il faut être honnête, parce qu'il y a plusieurs ordres de grandeur d'écart entre les calculs d'un LLM et les calculs de ces algorithmes. Donc parfois un petit peu de sobriété, ça fait du bien. Et c'est vrai que nos clients ont parfois un peu d'ambivalence sur le sujet de l'IA, entre ceux qui se sentent pousser des ailes et qui pensent tout résoudre et révolutionner grâce à l'IA, et ceux qui sont très effrayés de l'intégrer. Voilà, il y a un peu encore aujourd'hui un paysage très varié et des pratiques qui ne se sont pas forcément complètement installées dans le temps. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut aussi prendre le temps de la réflexion et du partage. Et je pense que la démarche qu'on cherche à avoir, mais qui est une démarche qui est issue aussi du fonctionnement des aéroports, c'est d'être extrêmement pragmatique par rapport aux impacts métiers. Tout ça n'a de toute façon de la valeur que si à la fin c'est actionnable pour améliorer des processus, pour gagner en efficacité, pour mieux vendre un contrat de prestation pour un prestataire vis-à-vis de l'aéroport. Et en 1 minute, je peux vous répondre à la question que j'avais posée au début. En fait, les LLM sont effectivement l'algorithme le plus petit qui existe dans sa famille. C'est juste que vous partez d'un modèle qui est très compliqué et quand vous l'entraînez, en fait, il réduit en taille. Sauf que c'est qu'une impression. Vous avez l'impression qu'il est énorme, mais en fait, les 3/4 des poids à l'intérieur valent rien et on pourrait les enlever. Il ne reste qu'un graphe qui est beaucoup plus léger à l'intérieur et il valide effectivement le théorème. C'est juste que pour trouver ce graphe qui est léger, il y avait besoin de partir d'un graphe qui était extrêmement grand au début. Il y a une action pour pouvoir retirer les poids qui sont légers, mais souvent ça dégrade un petit peu la tâche. Et c'est un des sujets d'optimisation de l'IA qui devrait arriver dans les années à venir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Eh ben, écoutez, je vous remercie. Je crois qu'il y a des thèmes qui continuent sur le booster qui sont tout à fait passionnants à la suite. Et puis donc, je vous rappelle que Hub One dispose d'un petit stand juste sur ma gauche, un peu plus loin, et puis d'un stand un peu plus important où on montre un entrepôt connecté, en particulier autour de la 5G Pro, qui est une des autres grosses activités du groupe Hub One. Merci pour votre participation. Merci beaucoup.